qui était là déjà l'idée de la domination masculine. En fait, on retrouve un peu les mêmes mécanismes de raisonnement. Alors attention, hein, assez tard, c'est assez tard pour des préhistoriens. Hein. Donc c'est de toute façon, tout le monde est d'accord que c'est quand même quelque chose qui a plusieurs milliers d'années. Mais entre plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers, vous voyez, c'est tout de suite quand même pas la même chose. Je vais y revenir. Ensuite, donc, vous dire deux mots des aborigènes, des natifs, enfin, on peut les appeler de plein de façons. Moi, je dirais aborigènes parce que c'est le mot traditionnel, hein, mais voilà, c'est ni flatteur ni péjoratif. Donc, des gens qui vivaient en Australie au moment où les Occidentaux sont arrivés. Montrer que ces gens-là faisaient la guerre, montrer pourquoi ils la faisaient, et donc je casse déjà le suspense en disant que chez eux, la guerre a un caractère judiciaire, lié à la justice, montrer que ces gens-là avaient des outils extraits pour ça, c'était pas juste quelque chose qu'on faisait quand on en avait l'occasion, mais que voilà, on se préparait, c'était tout à fait pensé. Montrer que, chose intéressante, en archéologie, on ne retrouve à peu près rien de tout ça et ce qui nous permettra de conclure sur la possibilité qu'il y ait pu avoir des guerres dans notre propre passé, hein, que les aborigènes australiens nous aident peut-être à ouvrir des possibilités qu'on aurait tendance à refermer un peu vite. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le début. Donc, la guerre, phénomène tardif. Alors, c'est une idée qui s'est imposée dans un pays comme la France, je dirais bien un peu à bas bruit. On serait en train de discuter là, il y a, je sais pas, il y a une centaine d'années, au début du XXe siècle, on serait sans doute tous assez d'accord pour dire la guerre, ça existe de tout temps, les humains, les sauvages, tout ça, l'homme de pierre, machin, ils faisaient la guerre, ça. Et après la Deuxième Guerre mondiale, un peu, je vous disais, donc à bas bruit, il n'y a jamais personne qui a écrit vraiment un livre pour dire voilà, on s'est trompé, on pensait ça, mais c'est pas vrai parce que. Mais l'idée s'est imposée que la guerre finalement était quelque chose d'assez récent dans l'histoire humaine. Alors quand on dit assez récent, encore une fois, je le redis, pour les préhistoriens, ça veut dire en gros, on date la guerre. Alors il y a des variantes, hein, mais quelque part entre ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire, vous voyez, une espèce de package qui fait la sédentarité, la domestication des animaux, la domestication des plantes, l'agriculture et l'élevage, voilà. Donc, les gens qui vont dire ça date de là, voire de plus tard, hein. Et le plus tard, ça va être l'âge du bronze. Donc, en gros, sous nos latitudes, on va dire moins 2000, vous voyez. Et pour dire finalement, la guerre, c'est quelque chose qui précède l'État de très, très peu. Et avant, non, avant, on ne faisait pas la guerre. Alors, ça va être, par exemple, dans les livres récents qui ont été publiés en français, un livre de Jean-Paul Lemoule, vous voyez, les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, et c'est sous-titré Quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. Un autre livre de Anne Lewer qui dit le jour où l'homme inventa la guerre, et c'est sur l'âge du bronze. Et puis, Marilène Patou-Matisse, qui a écrit une préhistoire de la violence et de la guerre, qui défend peu ou prou la même idée. Alors, je dois dire que sur ces trois auteurs, il y en a un qui, entre-temps, a changé d'avis, c'est Jean-Paul Lemoule, qui a dit qu'aujourd'hui, il n'écrirait plus ça. Non, mais, voilà. Et une citation donc tirée de Marilène Patou-Matisse, qui résume assez bien cette façon de voir les choses, qui écrivait si la violence interpersonnelle existe chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, les conflits meurtriers n'apparaissent qu'au début du Néolithique, et ce n'est qu'à partir de l'âge du bronze, au cours du troisième millénaire, que la guerre sera institutionnalisée. Donc, si je le dis avec mes mots à moi, bon, les chasseurs-cueilleurs, des fois, ils se chicorent, mais ça ne dépasse pas le côté violence personnelle. Au néolithique, bah, des fois, il y a des groupes qui se font mal, mais ça reste une activité ponctuelle et pas normale, et voilà. Et c'est seulement finalement à l'âge du bronze que la guerre, la vraie, celle qu'on prépare, celle qu'on organise, celle que tout ce que vous voulez, c'est seulement à ce moment-là que ça arrive. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir en gros quels sont les grands arguments hein, qui sont mobilisés au service de cette idée. J'emprunte cette présentation à un collègue qui a écrit un très bon article sur la question il y a quelques années. Premier argument, c'est, je dirais, ben, il est tout bête, c'est l'argument archéologique. Quand vous fouillez, si vous fouillez en, disons, en moins de 2000, ben, vous trouvez des épées de bronze, des boucliers de bronze et des charniers. Là, vous dites, là,
Ça, c'est la guerre, hein, il n'y a pas de souci. Vous fouillez avant, vous retrouvez un peu de charnier, mais déjà moins gros, et puis vous ne trouvez pas d'armes de guerre identifiables. Vous retrouvez éventuellement des pointes de flèches, des trucs comme ça, mais vous pouvez toujours dire, alors j'allais dire les fusils de chasse. En tous les cas, c'était les outils ordinaires. Éventuellement, ils s'en sont peut-être servis pour se massacrer, mais enfin voilà. Et puis vous allez au paléolithique, donc avant l'agriculture, chez les chasseurs-cueilleurs, et là, en gros, j'y reviendrai à la fin, mais en gros, vous ne retrouvez rien, que dalle. Enfin, vous retrouvez des outils, des armes, mais vous ne trouvez pas de cadavres collectifs, pas de choses comme ça. Et donc, on est tenté de dire, bah, vous voyez, c'est pas très compliqué. Au début, bah, ils ne faisaient pas du tout la guerre, en tous les cas, pas entre groupes. Après, ils l'ont fait un petit peu de temps en temps. Et puis, c'est au moment de l'âge du bronze qu'ils l'ont fait pour de vrai. Voilà. Donc, ça, c'est le premier argument, c'est l'archéologie. Deuxième argument, un argument ethnologique, on va faire ce qu'on appelle du comparatisme, hein. On va aller regarder des gens qui vivaient au moment où ils les ont observés plus ou moins comme vivaient les gens de notre propre passé, donc d'autres chasseurs-cueilleurs, etc. Et là, qu'est-ce qu'on observe? En gros, les chasseurs-cueilleurs, allez, je vais dire c'est le mot sauvage, je caricature un petit peu volontairement, ils sont gentils, ils ne font pas la guerre, voilà. Et en particulier, vous les connaissez probablement, l'exemple absolument iconique, emblématique de ça, c'est les San, qu'on appelait avant les Bushmen dans le Kalahari. Ceux de Les Dieux sont tombés sur la tête, j'imagine qu'il y en a qui ont vu ce film, avec un bouquin écrit sur eux dans les années 50, c'était des gens inoffensifs, c'était ça le titre du livre. Et vous voyez, il y a toute cette image du chasseur-cueilleur, doux, pacifique, etc., qui se construit en particulier à partir des San. Troisième argument, pourquoi voulez-vous que des chasseurs-cueilleurs se fassent la guerre et se tapent dessus? C'est des populations très clairsemées. Les gens n'ont pas de richesse, ils n'ont pas de stock, voilà, c'est des sociétés qui fonctionnent sans tout un tas de fléaux et sans toutes nos raisons à nous pour lesquelles nous on fait la guerre. Quand je dis nous, c'est pas juste les Français en 2024, hein, c'est nos sociétés depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Ces gens-là n'ont rien de tout ça. Pourquoi voudriez-vous qu'ils soient assez cinglés pour risquer leur peau finalement pour rien du tout? Donc, ils devaient bien de temps en temps avoir des embrouilles, mais dans ces cas-là, ils se séparaient, ils allaient un peu plus loin, il y avait de la place, et puis voilà, et donc, fort logiquement, il n'y avait pas la guerre. Donc, voilà en gros la série d'arguments sur lesquels tout ça, ça repose. Alors, on y reviendra évidemment, et pour y revenir, moi je vais m'appuyer aujourd'hui essentiellement sur un exemple, celui des Australiens, des chasseurs-cueilleurs australiens, dont je vais évidemment vous dire deux mots. Alors, pour le dire en très rapidement, l'Australie est une île immense qui fait 15 fois la France en surface et qui a la particularité d'être le seul endroit au monde où, quand les Blancs sont arrivés, ils ont trouvé des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient, pour ainsi dire, jamais été en contact avec des peuples de cultivateurs et a fortiori des peuples étatiques. Partout ailleurs dans le monde, les chasseurs-cueilleurs qu'on a observés, c'est des gens qui avaient été repoussés dans les endroits où on ne pouvait pas faire d'agriculture, hein, donc dans les banquises, dans les déserts, au fin fond des forêts, etc. Là, en Australie, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient toute l'île pour eux tout seuls, hein, si j'ose dire, qui avait encore une fois 15 fois la France, des climats qui vont du désert à en gros celui de l'Écosse, en passant par des endroits où c'est subtropical, des endroits qui étaient tout à fait propices à l'agriculture, mais où eux sont jamais passés à l'agriculture. En tous les cas, pour l'anthropologie sociale, hein, dire la matière qui moi m'occupe, voilà, c'est quand même le laboratoire de chasseurs-cueilleurs le plus extraordinaire du monde, parce que évidemment, voilà. Et il est, on verra, très richement documenté par ailleurs. Alors ces chasseurs-cueilleurs donc sont des chasseurs-cueilleurs, si j'ose dire, pur sucre, ou en tous les cas conformes à l'idée qu'on peut s'en faire. Ils n'ont pas de richesse, ils n'échangent pas des biens contre des droits sur les gens, ils n'ont pas d'esclavage, ils ne payent pas pour se marier, enfin bon, bref, ils ne font pas de stock, hormis un petit peu dans certains coins, mais ce n'est pas très significatif. Ils sont mobiles, un peu moins dans certains coins que dans d'autres, évidemment, mais globalement, ce n'est pas très significatif. Bref, ce sont des sociétés tout à fait exemplaires. Alors, il y a même un détail technique qui fait qu'ils ont longtemps été considérés comme les arriérés des arriérés des arriérés. Enfin, vous voyez, ceux vraiment qui étaient tout au plus bas de l'échelle sociale humaine. Ces gens-là n'avaient, figurez-vous, même pas l'arc.
Voilà, partout dans le monde, les chasseurs-cueilleurs qu'on a rencontrés savaient fabriquer et se servir d'arcs. Dans toute l'Australie, l'arc était parfaitement inconnu. À la place, alors ils avaient, j'ai le bras long, mais pas assez, hein. Donc ils avaient évidemment le fameux boomerang, alors qui n'est pas une spécificité australienne, hein, des boomerangs, on en retrouve absolument partout dans le monde. Il faudrait plutôt dire c'est des bâtons qui volent en fait. Vous voyez, c'est des bâtons aplatis que vous lancez et qui planent comme ça. C'est ça qui fait qu'ils vont plus loin. Détail technique, le boomerang n'est quasiment jamais retournant, hein. Ça, c'est pour jouer ou pour la chasse aux oiseaux à la rigueur. Le boomerang en général. Et puis, si vous voulez viser quelqu'un avec un boomerang qui a un vol comme ça, c'est pas pratique du tout. Et même un kangourou, ça. Donc, par contre, il y a des tas de boomerangs avec des vols qui vont tout droit et qui marchent très bien. Et puis, alors, surtout, l'outil emblématique, c'est, vous voyez, le bout de bois que le monsieur il a dans sa main droite, là-bas. Il ne jette pas directement sa lance avec la main, il a un bras de levier qui s'appelle un propulseur. Là non plus, ce n'est pas une spécificité australienne, il y a des tas de gens dans le monde qui avaient ça, mais eux, c'était un peu leur tir mécaniquement assisté, comme on dit dans le jargon. Ce n'était pas avec l'arc, c'était avec le propulseur. Alors, comment dire, comment j'en suis venu moi, à creuser cette chose-là, c'est que tout simplement, j'avais en tête ce qu'on racontait sur les chasseurs-cueilleurs qui ne font pas la guerre, etc., etc. Et puis moi, au cours de mes lectures sur d'autres sujets, j'étais quand même tombé sur des passages concernant les Australiens où, pour des gens qui ne faisaient pas la guerre, je trouvais quand même qu'ils tapaient assez dur. Vous voyez, voilà. Donc je me suis dit un jour, je vais en avoir le cœur net et je vais essayer de dépioter systématiquement toute la littérature qui a été écrite sur eux. Alors, c'est en gros dans les époques modernes, évidemment, il y a beaucoup de travaux d'ethnologues professionnels, mais quand on remonte dans le temps au 19e siècle, on tombe sur de la littérature de voyage, de la littérature des missionnaires, des administrateurs coloniaux, des fois des aborigènes dont on a recueilli la mémoire, etc., etc. Bref, il y a une littérature absolument abondante, etc. Et je me suis dit, chaque fois que je trouve mention d'un combat collectif, je le note. Puis je fais ma petite classification, est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts, pas beaucoup de morts, etc., etc. Alors voilà ce que ça a donné. Ça a donné une base de données, d'ailleurs, si j'ose dire. Alors, les geeks pourront éventuellement prendre c'est les adresses de la fac, hein, c'est le truc, moins de 3 km, on peut pas, c'est pas possible. Mais voilà, si elle vous intéresse, vous pourrez la transmettre. En tous les cas, vous voyez, j'ai fait une carte avec ça. Alors, la forme des points, vous oubliez, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui, on va juste s'intéresser au nombre de points et à leur couleur. Alors, le nombre de points, ce n'est pas compliqué. Chaque fois que j'avais une mention d'un combat collectif, c'est un point. Voilà. Donc, il y a 215 points sur la carte, alors qu'il est. Ça grossit plus beaucoup, hein. Au début, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, vous avez oublié celui-là, etc. » Bon, là, je ne dirais pas qu'on les a tous, mais enfin, on en a quand même pas mal. Et la couleur va indiquer le nombre de victimes, sachant que j'ai systématiquement pris l'estimation la plus basse. Vous voyez, à chaque fois, c'était selon les organisateurs, selon la police. Vous voyez, j'ai dit selon la police, hein, pour pas qu'on m'accuse d'avoir gonflé les chiffres. Donc, quand il y avait une incertitude, systématiquement, j'ai pris l'estimation la plus basse. Alors, ça donne ça au niveau des morts. Donc, on a des tas de batailles où il n'y a pas de morts du tout. Et c'est parfois très étonnant, je vais y revenir, parce que vous avez quand même des fois une dizaine, voire même des centaines de gens qui s'affrontent armés. Et ça finit, il n'y a pas un mort. Donc, vous voyez, c'est un peu déroutant comme truc. Alors, j'y reviendrai, mais il y a des gens qui ont remarqué ce genre de choses-là, qui disaient, voyez, ils ne font pas la guerre, ils font un truc, appelons ça de la simili-guerre, de la guerre pour rire, de la guerre théâtralisée, enfin, vous trouvez tous les adjectifs que vous voulez, mais enfin, ce n'est pas de la guerre. Et donc, vous voyez bien, ils ne la font pas. Ah, ouais, mais le truc, c'est qu'ils font ça, mais ils font aussi d'autres choses. Alors, vous voyez, il y a 45 événements où il y a eu 1 à 2 morts, 49 où il y en a eu 3 à 9, ce qui commence déjà à piquer un peu quand vous êtes des petits groupes de 30-40 personnes. Hein. 3 à 9 morts, vous voyez, les guerres modernes ne prélèvent pas sur l'ensemble de la population comment dire, même des trucs abominables qui se passent en ce moment, par exemple en Ukraine ou à Gaza. Quand vous rapportez ça à l'ensemble de la population, c'est des petits pourcentages en réalité. Hein, voilà. Et chez les Australiens, j'ai quand même 52 occurrences d'affrontements qui ont fait plus de 10 morts. Et alors, plus de 10 morts sur des groupes de 40 à 50 personnes, j'aime autant vous dire que les gens s'en souviennent. Hein. Alors,
Évidemment, je ne vous inflige pas le détail. J'ai épluché. Vous dire que les 52 événements sont sûrs et certains, non. Il y en a quelques-uns là-dedans qui sont carrément douteux. Mais, à mon avis, l'ensemble n'est absolument pas douteux et personne n'est jamais venu me dire que j'avais prêté foi à des récits, etc. Là aussi, j'ai essayé d'être plus sceptique que nécessaire. Quitte à me tromper, j'ai préféré me tromper dans le sens du scepticisme. Alors, vous voyez qu'avec tout ça, ces gens supposés ne pas se battre ou ne pas, enfin, comme disait Marilène tout à l'heure, là, juste des conflits interpersonnels. Là, pour des conflits interpersonnels, ça commence déjà à faire beaucoup de dégâts. Hein, voilà. Alors, première question, évidemment, ce qu'on voit là dans la littérature, est-ce que c'est ce qui se passait dans ces sociétés, comment dire, avant que les Blancs arrivent? Ou est-ce que ça ne serait pas un effet de la colonisation? Parce qu'évidemment, ces événements ont été reportés une fois que les Occidentaux avaient commencé à prendre pied sur le continent. Donc évidemment, il faut écarter, enfin, il faut lever cette hypothèque si on veut pouvoir discuter. Alors, il me semble qu'il y a deux arguments absolument majeurs qui interdisent de penser que tout ça, c'est la photo blanc. La première chose, c'est donc une histoire de timing. Aucun aborigène n'a jamais dit, parce que tout ça s'est déroulé, je ne l'ai pas dit, mais en un laps de temps assez court. Hein, les Blancs mettent pied sur le continent au sud en 1788, quasiment au moment de la Révolution française. Vous voyez. En 1950, tout est plié, tout est fini. L'État comment dire, a imposé sa loi partout et il n'y a plus de bagarre après 1950, pour ainsi dire. Sachant qu'en plus, ça ne s'est pas fait d'un coup tout le continent. Si c'était l'avancée de l'Occident qui avait créé ces événements, les intéressés l'auraient dit. Ils auraient dit, alors là, et c'est dingue, depuis une génération, on ne reconnaît plus notre société, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des gens qui viennent nous taper dessus, on est bien obligé de répondre, etc., etc. Du temps de mon grand-père, jamais ça se passait, etc. Les gens non seulement ne disent pas ça, mais disaient exactement l'inverse, en disant les Bouloum Bouloum, la tribu machin, c'est nos ennemis héréditaires, depuis que le monde est monde, on ne peut pas les blairer, ils ne peuvent pas nous blairer, etc., etc., on se tape dessus. Et jamais aucun aborigène n'a dit, voilà. Au contraire, il disait, depuis qu'il y a les Blancs, on s'est calmé, quoi. On n'a pas eu le choix. Bon, alors, on s'est calmé, parce que l'État, évidemment, a interdit d'armes. Hein. Vous savez que l'État a le monopole de la violence légitime, en tous les cas que lui trouve légitime, mais en tous les cas, il a le monopole de la violence. Donc évidemment, la première chose que l'État fait, c'est de dire, vous arrêtez de vous battre. Hein. C'est interdit, vous ne faites plus justice vous-même. Voilà. Donc, encore une fois, les gens ont dit, depuis que les Blancs sont arrivés, et il y a eu l'autre aspect, c'est que les Blancs ont emmené aussi, ils n'ont pas emmené seulement l'État, ils ont emmené des microbes, et avec des microbes, ils ont décimé ces populations exactement dans les mêmes proportions qu'il y a eu aux États-Unis, enfin, dans toute l'Amérique, les États-Unis, dans toute l'Amérique. Et donc, ça aussi, ça a, comment dire, évidemment, totalement détruit, déstructuré ces sociétés, etc. Bref, les aborigènes disent nous, on a toujours fait ça, etc. Et deuxième aspect, on va regarder dans un instant pourquoi ils se battent. Et dans la liste des raisons qui font que pourquoi ils se battent, on ne voit rien qui concernerait ce que l'Occident a emmené. On ne se bat pas pour piller des richesses, on ne se bat pas pour se mettre bien avec le pouvoir colonial, etc., etc. Vous voyez, je sais pas, en Amérique du Nord, on sait que le commerce des fourrures a attisé les guerres indiennes d'une manière considérable. Ça, c'est sûr. En Australie, on voit absolument rien de tel et les gens ne se battent pas du tout pour faire du commerce avec les Blancs ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout leur problème. Et alors, pourquoi ces gens-là se battent-ils? Réponse, parce que, comment dire, eh ben, il suffit d'aller regarder. Voilà. Donc, alors, un tableau un petit peu compliqué à lire, mais je vous fais le. Voilà. 215 événements. Évidemment, à chaque fois, on ne sait pas pourquoi, c'est pas forcément précisé, pourquoi les gens se battent. En gros, on trouve cette information dans à peu près la moitié des cas. Donc, je dois avoir voilà, 107 occurrences où je vois. Alors, vous pouvez toujours dire, oui, mais ça, c'est les raisons qu'ils ont dites, ce n'était pas forcément les vraies.
et c'est un vrai argument. Mais j'ose penser quand même que même les raisons dont on fait état, même si c'est hypocrite, elles sont quand même significatives, elles disent quelque chose d'une société. Il y a des motifs qu'on n'oserait pas invoquer, il y a des motifs légitimes dans une société. Donc, bref. Alors, pourquoi se bat-on? Si je prends l'ensemble des bagarres, donc ça c'est ici, colonne de gauche, l'ensemble des bagarres. Premièrement, on se bat en raison de contestation de droits sur les femmes. Alors ça, c'est un truc absolument essentiel. On a déjà un peu parlé dans la conférence d'avant pour les gens qui y étaient. Dans ce type de société qui n'a pas de richesse, les droits sur les biens, en gros, on s'en fout. Les droits sur le territoire, bon, c'est important dans la mesure où il faut avoir un endroit où on est sûr d'être tranquille, etc. Mais il n'y a pas du tout d'aspect compétition économique autour du territoire, etc. En revanche, les hommes ont des droits sur les femmes. Et ça, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Et ça, c'est une pomme de discorde perpétuelle dans ces sociétés-là. Donc, ça peut être, il y a des cambriolages. Hein, il y en a qui viennent et puis qui piquent une femme, voilà, etc. Donc, ensuite, on s'embrouille quand ils ne veulent pas la rendre, voilà. Ça peut être, on vous a promis une femme. Et puis, alors, attention, les promesses de femmes, des fois, vous avez des femmes en Australie qui sont promises en mariage avant même d'être nées. Il y a des stratégies comme ça à très long terme matrimoniales. Donc, le gars, ça fait 25 ans qu'il attend et craque, le livreur passe pas et on lui dit, ah ben non, finalement, on l'a donné à quelqu'un d'autre, etc. Bon, bref, tout ça suscite des contestations. Et vous voyez que de très loin, c'est le motif qui revient le plus souvent. Plus de la moitié de ces bastons sont pour des raisons liées aux femmes. Deuxième grand motif, la vengeance. Bon, nous, on vit dans une société étatique. Donc, depuis tout petit, on nous dit la justice, c'est le contraire de la vengeance. On ne se fait pas justice soi-même. Quand on a un problème avec quelqu'un, il faut aller voir alors les parents, l'instituteur, l'agent de police, enfin qui vous voulez. Mais voilà, c'est pas bien de se faire justice soi-même. Il faut voir que dans une société sans État, c'est exactement le contraire. Donc, ce n'est pas juste que vous avez le droit de vous faire justice vous-même, c'est que vous avez le devoir de vous faire justice vous-même. Et si par malheur, vous ne le faites pas, vous êtes un moins que rien, vous êtes quelqu'un sur qui on peut marcher, les femmes vous disent vous êtes une poule mouillée, qui c'est qui va me défendre, etc., etc., quand vous êtes un homme, évidemment. Et donc, c'est des sociétés où les gens, alors ça peut être les individus, ça peut être les familles, ça peut être les clans, enfin voilà, selon comment c'est structuré, mais en tous les cas, il n'y a pas d'organe central qui exerce la violence, c'est aux gens d'exercer la violence eux-mêmes. Alors, coup classique, eh ben, vous avez quelqu'un qui a été tué dans votre groupe, dans votre famille. C'est à vous d'aller le venger. Et normalement, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, j'y reviendrai, etc. Vous êtes censé aller buter quelqu'un en face. Alors, le truc est d'autant plus, j'allais dire drôle, en tous les cas puissant, qu'en Australie, il n'y a pas de mort naturelle. Il n'existe pas. Quand vous tombez malade, c'est qu'il y a eu sorcellerie. Quand un serpent vous mord, c'est qu'il y a eu sorcellerie. Quand vous tombez d'un arbre, c'est qu'il y a eu sorcellerie, etc., etc. Donc, vous voyez où ça nous mène. Virtuellement, vous êtes censé avoir le droit de venger n'importe quelle mort qui se passe à l'intérieur de votre groupe en disant, alors après, il y a des processus pour deviner d'où vient le coup, etc., hein, voilà, en disant, voilà, c'est encore un coup de ces salauds bouloum, voilà, donc on va y aller. Évidemment, on ne le fait pas à chaque fois, hein, vous imaginez bien, parce que sinon, on ne serait pas là pour en parler. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'il y avait eu un mort naturel, il serait allé manger, voilà. Bon. Mais ça vous donne une raison de le faire. En tous les cas, ça vous donne une légitimité. Et vous voyez que c'est la deuxième grande catégorie de vengeance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a une cause plutôt marginale. Ce qui est intéressant, c'est la colonne rouge. C'est les motifs des bastons qui ont fait le plus de morts. Parce que jusque-là, je parlais de tous affrontements confondus. Mais si on s'intéresse au plus sanglant, vous voyez qu'il y a un renversement de proportion entre les femmes et la vengeance. C'est-à-dire que les femmes sont la cause principale des affrontements en général, mais la vengeance est la cause principale des affrontements les plus sanglants. Et il y a une raison à ça, je vais y revenir, mais c'est qu'en gros, les gens avec qui vous avez des embrouilles au sujet des femmes, c'est en gros quand même des gens avec qui vous êtes à peu près copains. Donc quand vous avez une embrouille, ça se solde par une bagarre générale, très organisée, comme on le verra, mais une bagarre qui ira pas trop loin, qu'on va limiter. Hein, voilà.
Par contre, quand vous avez une embrouille de vengeance, en général, c'est avec des gens que vous n'aimez pas et qui ne vous aiment pas non plus. Et là, il n'y a pas de fin. Là, on y va pour de vrai. Alors, le point suivant va concerner justement cette affaire de justice. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça, parce que sinon, on en aurait pour la soirée. Moi, ça ne me dérange pas, mais vous avez peut-être des trucs à faire après. Euh, on pense toujours que les chasseurs-cueilleurs, c'est forcément des trucs simples. Enfin, je ne sais pas, c'est des petits groupes humains. Allez, mettons, ils sont 50, voilà. Alors, même si les 50 sont en relation avec les 50 d'à côté, puis avec les 50 d'à côté, de temps en temps, on fait des rassemblements où on est 500 ou 1000, hein, c'est pas, voilà. Mais enfin, voilà, c'est des petits groupes humains. Bon, on va dire que les choses se font à la bonne franquette. Et c'est des sociétés simples. Il n'y a pas besoin de faire tout un tintouin quand on est 50. Ben, ça, c'est vraiment une idée qu'il faut s'enlever de la tête. Les aborigènes australiens, comme plein d'autres sociétés, c'est pas parce qu'ils sont pas nombreux, c'est pas parce que leur technique est fruste qu'ils ne font pas des choses extrêmement élaborées, extrêmement imaginatives dans un certain nombre de domaines. Alors, premier domaine, la religion. Je vous assure que les mystères et les arcanes des religions australiennes n'ont rien à envier à la Sainte Trinité, à la substantiation de l'hostie ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, c'est aussi compliqué, aussi tordu, aussi tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Et en plus, eux, ils n'ont pas les écritures, tout est mémorisé. Voilà. Deuxième chose extrêmement compliquée chez les aborigènes, le système de parenté. Comment vous appelez tonton, tata, le grand frère d'eux, etc. Je vous jure qu'à côté de ça, nous, on est vraiment, on est nuls. C'est vraiment, nous, c'est tout bébé, notre système à nous. Le leur est d'une complexité, enfin d'ailleurs, il y en a des dizaines, et les anthropologues occidentaux sont encore en train de se casser la tête aujourd'hui pour essayer de comprendre comment ça marche, les systèmes de parenté australiens, pour nous. Eh bien, un autre domaine où c'est pas aussi simple que ce qu'on croirait, c'est la justice. Et croyez-moi, les aborigènes ont inventé des tas de procédures judiciaires tout à fait réjouissantes. Alors, je vais survoler, évidemment, sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer la richesse de cette affaire-là. Alors, le premier truc, c'est évidemment le duel, qui évidemment, parce que c'est un truc assez commun, justement, dans les sociétés qui n'ont pas d'État. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, quand l'État arrive, il dit vous allez arrêter ça tout de suite. Vous connaissez tous, Richelieu, tout ça. Hein. Alors, eux, en général, ils ne font pas des duels à mort, hein, ils font des duels limités. Oui, une représentation qui date du tout début du 19e, hein, donc ils sont en train de se battre avec des massues et des boucliers. Une photo prise début 20e à l'autre bout du continent, là c'est du duel au gros gourmand. Alors, donc il y a des systèmes de duels comme ça. Des fois, donc, il y a une embrouille entre deux personnes, ça va se régler éventuellement comme ça. Des fois, vous avez fait une faute contre la collectivité. Pas la même chose, hein. C'est comme nous au civil et au pénal. Hein. Vous avez truandé un fournisseur, vous n'avez pas payé votre loyer, c'est une embrouille entre vous et la personne, ça va au civil. Vous avez, je ne sais pas moi, tué quelqu'un, comment dire, fait un acte pédophile, j'en sais rien, ça va au pénal. Éventuellement avec une partie civile là-dedans, mais voilà, il ne faut pas croire, les Australiens, c'est pareil, hein, ils font la même différence entre les deux, donc il y a des fautes qui relèvent chez nous du pénal, c'est-à-dire de la collectivité. Alors, la peine de mort existe, je n'ai pas d'image, mais la peine de mort existe. Et puis, si on ne vous tue pas, il peut y avoir éventuellement un châtiment corporel. Et là, par contre, j'ai une image, vous savez que ça vous plairait. Alors, vous voyez, ça, c'est des lances fabriquées spécialement pour les châtiments corporels. Quoi? J'ai encore rien dit. Alors, généralement en Australie, châtiment corporel, pas partout, hein, mais on vous enfonce la lance à l'arrière de la cuisse, pour que ça ressorte de l'autre côté, sans toucher la fémorale, parce que le but, c'est pas de vous tuer. On peut penser que le but, c'est de faire le plus mal possible, de rentrer dans l'endroit où il y a le plus de chair, sans pour autant tuer la patiente. Et vous avez immédiatement vu comment dire, le petit détail technique qui fait toute la saveur de la chose, c'est qu'évidemment, il y a des barbelés dans les deux sens. Bah oui, parce que si vous les faites que dans un seul sens, il y a des petits malins qui font sortir la lance par là, et puis finalement, voilà. Et donc là, Scratch, je vous signale qu'il y a par exemple les mémoires d'un mousse français qui s'appelle Narcisse Pelletier, qui, dans le bateau, a échoué au large du Cap York, là, tout en haut à droite de l'Australie, en 1857. Il est resté 17 ans dans une tribu australienne, seul, et il a été recueilli ou enlevé par un bateau qui est repassé par là 17 ans plus tard, qui l'a ramené dans sa Vendée natale, etc. Et là, il y a quelqu'un qui lui a fait écrire tout ce qu'il avait vu. Narcisse Pelletier raconte
très bien comment ça se passait. Et une fois que le machin était bien fiché dedans, bah, ouais, fallait découper les muscles, comment dire, à la pierre. Ouais, bah ouais. Vous avez dit qu'on allait bien arriver. Donc, il fallait découper les muscles à la pierre, évidemment, sans anesthésie. Donc ça. Alors, une autre procédure judiciaire amusante chez les Australiens, on appelle ça souvent dans la littérature l'ordalie, vous savez, comme dans le jugement de Dieu, là, mais c'est vraiment un très très mauvais mot. Moi, je préfère appeler ça l'épreuve de pénalité. Alors, je vous raconte. Lui, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait un truc qu'il ne fallait pas. Et il a fait un truc qu'il ne fallait pas, non pas vis-à-vis de la collectivité en général, mais vis-à-vis de ces gens-là là, qui sont debout, ou d'un de leurs parents. Parce que peut-être qu'il a buté carrément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? On a décidé à l'avance que ces gens-là seraient armés d'un certain nombre de projectiles, un certain nombre de lances, temps, etc., qu'ils se tiendraient à telle distance, et que lui, il n'aurait pour se défendre qu'un bouclier, avec évidemment interdiction de répliquer. Et puis, ben, ma foi, ils vont lui lancer un certain nombre de lances. Et puis, ben, la sanction dépendra de l'issue du truc. S'il arrive, alors, il y a des variantes, hein. Il y a des endroits, s'il arrive à toutes les éviter, il a quand même la lance dans la cuisse, etc. C'est la peine planchée, hein. Comment dire? Voilà. C'est la même chose que chez nous, hein. Enfin, vous allez voir. Et puis, par contre, évidemment, s'il s'en prend une moins bien placée, bah, tant pis pour lui. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça nous fait un peu, ça nous semble très étrange qu'une procédure judiciaire comme ça, il y a un côté, vas-y, si tu arrives à les éviter, c'est bon, etc. Ça nous semble totalement aberrant. Je vous signale que ça existe parfaitement dans notre propre droit, sauf que nous, on ne le fait pas dans le droit pénal, on le fait dans le droit sportif. Quand au foot, il y a une équipe qui se prend un penalty, c'est exactement le même système. C'est-à-dire, vous avez fait une faute, on vous met dans une situation défavorable, et puis après que le meilleur gagne. Voilà. Et c'est en fait, nous, on accepte parfaitement dans le droit sportif. On trouverait que ça serait complètement. Alors, il y a plein de romans de science-fiction comme ça. Tu as été condamné, vas-y, tu cours, et puis nous, on va te courir derrière avec des chevaux pour essayer de te rattraper. Puis si tu arrives jusqu'au mur là-bas, bah, c'est bon, tu es sauvé, etc. Donc, ça, on le fait dans les dystopies. On ne le fait pas en vrai, mais on le fait dans le sport. Ben, les aborigènes, ils ne le faisaient pas seulement dans le sport, ils le faisaient en vrai. Alors, on en vient maintenant à l'assassinat de compensation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la vengeance, la loi du talion. Notre groupe a eu un mort ou deux, soit physique, soit on pense que c'est un coup de sorcellerie ou je ne sais pas quoi. On sait que c'est un coup qui vient des bouloum bouloum, voilà. On va aller tuer un ou deux bouloum bouloum pour compenser, voilà. Et on monte une expédition pour ça. Et là, les gens que vous voyez là sont, enfin, c'est pas du chier, hein, c'est une vraie expédition photographiée par un ethnographe à la fin du 19e siècle, et ils s'apprêtaient, je ne sais plus s'ils sont sur le départ ou en train de revenir d'ailleurs. Ah non, ils sont de retour, voilà, et ça a marché. Ils ont réussi à tuer quelqu'un, ils ont les parures qui signalent qu'ils ont été victorieux. Et donc, c'est une expédition de vengeance, c'est ce qu'on appelle l'assassinat de compensation. Enfin, moi, je l'appelle ça comme ça. Alors, je finis avec la forme qu'on a rencontrée sans la voir, etc. Bah, des fois, il y a des duels qui sont en fait des duels collectifs. Donc, au lieu, vous vous rappelez tout à l'heure, un contre un avec les gourdins, etc., ben là, on va se mettre à 10 contre 10, à 20 contre 20, 50 contre 50, 100 contre 100. On a même des cas 6 ou 700 contre 6 ou 700, aussi étonnant que ça puisse paraître. On va commencer par s'invectiver, par se traiter de tous les noms, par dire beaucoup de mal de la maman des uns et des autres, des organes sexuels. Enfin, le répertoire des abominations n'est pas très différent de chez nous. Hein, vous voyez, voilà. On va commencer à se lancer des boomerangs, des javelots, des choses comme ça. Et puis à la fin, on finit au corps à corps. Mais le truc qu'on avait remarqué dans les chiffres, c'est que dans ce cas-là, quand il commence à y avoir quelqu'un ou plusieurs qui commencent à être bien esquintés, hop, à un moment donné, on arrête. On dit c'est bon. Et là, on fait la fête ensemble et on dit c'est bon, on est réconciliés. Le principe du truc, c'est vraiment de vider les querelles par un déchaînement de violence contrôlée. Et donc, le problème, c'est pas tellement qui c'est qui gagne, c'est même pas du tout qui c'est qui gagne, c'est vraiment, comment dire, c'est bon, ça a vidé la querelle et maintenant on peut se refréquenter et voilà. Alors, là, on a une représentation et la plus jolie représentation qu'on ait, c'est celle-là qui a été faite
après coup, mais par un témoin de visu qui avait assisté à la scène, une femme de colon voilà, qui, quelques années après, a fait une peinture. On voit même au premier plan les femmes en train de se battre avec leur bâton à fouiller. Vous voyez, elles sont, et sinon, on voit les gens qui tirent avec leur javelot, enfin leur lance, et puis là-bas, la mêlée. Alors, quels sont les deux principes sur lesquels tout ça repose? Le premier fond de l'affaire chez les aborigènes, c'est donc que c'est une justice rétributive sous la forme de la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est le principe de fond. Et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de prison. Prison est une invention étatique. Il n'y a pas d'amende, on ne verse pas de biens. Je vous avais dit, c'est une société, il n'y a pas de richesse. Donc, chez nous, les dommages et intérêts, quand vous devez dédommager quelqu'un à qui vous avez fait du tort, ben, le juge, il dit, ben voilà, vous allez verser 5 000 balles, 10 000 balles, 20 000 balles de dommages et intérêts. Il n'y a pas de balles là-bas, hein, on verra. Par contre, le principe, c'est, vous m'avez fait tel tort, je vous refais le même, et là, on est quitte. Voilà. Donc, encore une fois, le œil pour œil, dent pour dent. Alors ça a été beaucoup, enfin c'est un classique, je ne suis pas du tout le premier à le dire, hein, ça fait des siècles qu'on l'a remarqué. En revanche, il me semble qu'il y a un autre aspect sur lequel on n'a pas toujours assez insisté, c'est que le œil pour œil, dent pour dent va être modulé en fonction des relations sociales que vous avez avec la partie adverse. Alors modulé dans les deux sens. Si vous êtes bien copain avec les gens en question, si le tort est intervenu entre deux groupes qui sont amis, bah, ça va être moins d'un œil pour un œil. Et donc, typiquement, vous avez tué quelqu'un, on ne va pas vous tuer, on va se contenter de vous percer la cuisse. Voilà. Après, oui, je ne vous ai pas dit, j'ai emmené des trucs pour qu'on fasse une petite démonstration à la fin. C'est sous le bureau. Là. Ouais, j'en ai des biens. Je les ai astiqués avant de venir pour qu'il n'y ait pas d'agent infectieux, parce qu'on va avoir des ennuis. Alors, blague à part, donc il y a la modulation dans un sens, c'est-à-dire on atténue la réponse, et voilà. Et puis il y a évidemment la modulation dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand l'embrouille intervient avec quelqu'un avec qui on n'était déjà pas copain, eh bien, il y a une fâcheuse tendance à ce que les choses dérapent. Vous connaissez probablement la formule, on dit œil pour œil, dent pour dent, puis quand on est bien énervé, on dit pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. Eh bien, c'est exactement le même principe. Hein, et où là, on va se mettre. Voilà. Alors, il y a un missionnaire italien qui raconte ça au milieu du 19e, perdu en pleine pampa à l'ouest de l'Australie et tout. Alors, il commence à enseigner Jésus-Christ, tout ça aux aborigènes. Et il note dans ses mémoires un peu embêté, il dit, il m'aime les aborigènes, mais il m'adore et ça. Ils me disent toujours, toi, quand tu mourras, on ne va pas en tuer un seul en face, on va en tuer 6, parce que tu es vraiment quelqu'un qu'on aime bien. Alors, Jésus-Christ, pas encore, voilà, ça ne pense pas encore tout à fait bien, mais voilà. Alors, en tous les cas, ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est qu'il y a la possible transformation, alors ça c'est un gros mot que je n'ai pas encore prononcé, le feu en français, enfin on dirait, il n'y a pas de mot en français en réalité, mais alors si vous êtes un distingué historien médiéviste, vous diriez la Fed, mais plus personne ne sait ce que ça veut dire comme mot, nous on dirait plutôt la vendetta. Hein. Vous savez, ces chaînes de vengeance, hein. Je t'en ai tué un, donc un an plus tard, moi je t'en retue un. Ah oui, mais tu n'avais pas le droit de m'en retuer un, donc moi je t'en retue un. Ah oui, mais tu n'avais pas le droit de m'en retuer un, donc je t'en retue un, etc. Puis ça peut durer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la vendetta. Et on voit que ce n'est pas la guerre, c'est violent, c'est entre groupes, et c'est autre chose que de la guerre. Et on voit très bien comment de simples vendettas liés à cette loi du talion peuvent éventuellement déraper quand justement on se met à plus faire du pour un, je t'en tue un, pour deux, je t'en tue deux, mais à dire ceux-là, ils commencent à nous gonfler, voilà, on va leur passer l'envie de recommencer. Hein, et passer l'envie de recommencer, ça peut être leur en tuer beaucoup, ça peut même aller jusqu'à l'extermination complète d'un groupe. Et il y a des fois où, dans la littérature, on voit parfaitement des gens qui disent là, ceux-là, bon, c'est bon, on les a su supporter. À la première occasion, on les nettoie et on ne va plus parler et ils nous embêteront plus. Alors, j'en arrive maintenant aux moyens de la guerre. Donc, vous voyez, il y a toujours cette vieille idée qui traîne que les armes de combat, c'est quelque chose qui a été inventé très tard, c'est l'épée et le bouclier de bronze. Et avant, quand les gens se battaient, ils prenaient les fourches et les fusils de chasse et les couteaux de cuisine, quoi. Enfin, ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main, mais on ne fabriquait pas des choses pour se battre.
eh bien, les aborigènes australiens, qui sont encore une fois de braves chasseurs-cueilleurs, on ne peut plus retardataires sur le plan technique et qui ont non seulement pas le bronze, mais qui n'ont même pas l'agriculture, même pas l'arc, même pas tout ce que vous voulez, et bien en fait, ils fabriquent des tas de choses exprès pour se battre. Alors, première des armes spécifiques, vous l'avez vu passer en fait dans une des illustrations, ces gens ont des boucliers. Et quand je dis ces gens ont des boucliers, c'est pas il n'y en a pas un ou deux qui a un bouclier de temps en temps. Il n'y a pas un aborigène mâle australien sur tout le continent australien qui, au moment où les Blancs sont arrivés, n'avait pas son bouclier ou ses boucliers. C'était un accessoire absolument indispensable. Alors, soit dit en passant, il y avait deux grands modèles. Enfin, après, on peut faire des quinzaines et des milliers de sous. Enfin, il y a deux grands modèles. Hein. Il y a le bouclier comme ça qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est relativement vaste hein, et c'est fait pour détourner les projectiles. Et il y a des boucliers qui sont comme ça. Il y a tout étroit, tout dur, mais sauf que en fait, ça, c'était pour se protéger des coups de massue. Parce que si vous essayez de vous protéger d'un coup de massue avec un machin comme ça, au premier coup de massue, le machin, il éclate. Voilà. Donc ça marche bien éventuellement contre des boomerangs, contre des choses comme ça et contre des saguets. Et si vous vous battez au corps à corps contre quelqu'un qui a une arme contondante, il vaut mieux avoir un truc solide dans la main. Et donc, bien avec la poignée. Il y a quelques musées en France où on peut en voir hein, de ces choses-là. Donc, ces gens avaient des boucliers, première chose. Ils avaient aussi des massues. Et alors des massues de toutes sortes, de toutes catégories. Et croyez-moi, ils avaient bien réfléchi à tous les trucs possibles pour que ça fasse mal. Par exemple, vous voyez cette jolie massue coudée là. Et pourquoi elle est coudée à votre avis? Eh bien parce que le gars en face, il a un bouclier. Et que donc, si vous la maniez bien, vous arrivez à passer par-dessus, soit à contourner le bouclier et, disent-ils, à éclater le crâne ou à crever un œil, etc. Enfin, autre massue, alors là, c'est une massue d'un modèle hybride, c'est à cheval entre la massue et le boomerang. Parce qu'en fait, ça ne se voit pas, mais la tête là-bas, elle est plate. Elle est très aplatie, la tête. Et donc, c'est à la fois quelque chose que vous pouvez tenir en main comme ça et vous pouvez taper en le tenant en main, et à la fois quelque chose que vous pouvez lancer qui va tournoyer, qui va faire un vol plané. Là aussi, d'après les témoins, avec ce machin-là, on cassait direct, si c'était bien lancé et mal reçu, on cassait direct une jambe, un bras, on éclatait un crâne. Voilà, en un. Alors, des gourdins, il y en a de toutes les sortes, mais alors il y a des gourdins tout à fait étonnants. Chacun sait que l'épée a été inventée à l'âge du bronze. Hein. Tout le monde sait ça. Regardez ce qu'il y a dans la main. Les aborigènes australiens avaient des épées en bois, alors qui n'étaient certainement pas aussi performantes techniquement que les épées de bronze, mais enfin qui, de la vie générale, valait mieux éviter quand même de s'en prendre un coup. Et ils arrivaient à faire ils prenaient des bois très durs et ils arrivaient à faire des tranchants suffisants pour qu'un coup fasse totalement éclater la peau et, voilà, et provoque. Voilà. Et non seulement il y a des épées, mais il y a même des très grandes épées qui sont des épées à deux mains, comme ça, dans le coin du cuisson, avec des jolis boucliers bien décorés, etc. Et là, c'est pareil, ça tournoie. Les massues, je n'ai pas décrit, mais alors il y en a avec des pointes qui ressemblent à des ananas, enfin, il y en a toutes les sortes possibles et imaginables. Alors, évidemment, pardon, excusez-moi, j'ai raté. Voilà. Alors, le boomerang, classique. Alors celui-là, il est un peu particulier, vous voyez. Il a une drôle de tête. Normalement, le boomerang, on se représente symétrique. Quoi, voilà. Donc lui, il a une toute petite tête et une grande jambe, là, ou l'inverse, je ne sais pas. Alors, son surnom parmi les anglophones, c'est le Seven. On appelle ça le boomerang Seven. Bah oui, parce qu'il ressemble à un 7. Hein, voilà. Mais sinon, vous avez probablement déjà entendu parler d'une je ne sais pas s'il faut dire chanteuse, elle dit qu'elle l'est, mais une Australienne qui s'appelle Kylie Minogue. Kylie, le prénom de Kylie, c'est le nom de ce boomerang, en fait, en aborigène. Voilà. Donc, elle s'appelle en fait Boomerang Minogue. Pourquoi vous riez? C'est pas de sa faute. Bref. Alors, voilà le Seven. Alors, c'est assez amusant sur le Seven, c'est qu'on a un témoignage recueilli par un journaliste auprès d'un aborigène dans les années 50-60, ça fait rare. Et l'aborigène nous dit, les gars d'à côté, ils avaient une arme terrible. Ils avaient l'arme absolue. Nous, on était complètement démunis face à ça. C'était comme la bombache. C'était le Boomerang Seven.
Nous, on ne savait pas fabriquer, eux, ils savaient. Pourquoi c'est une arme terrifiante? Parce que quand les mecs, ils vous lancent ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que vous faites d'habitude face à un boomerang. Vous essayez de parer le coup, soit avec votre bouclier, soit avec une massue que vous tenez dans la main. Sauf que dans ces cas-là, le petit bout, il s'accroche sur le machin que vous mettez pour parer, et avec la force centrifuge, vous vous prenez le coup sur la tête, ça fait super mal, etc. Et lui présente ça comme l'arme absolue. Alors, l'arme reine, malgré tout, en Australie, reste la lance. La plupart du temps jetée donc avec un propulseur, mais il y a des cas de lance qu'on tient à la main. Hein. Alors, il y a des cas de lance qu'on jette à la main et il y a des cas de lance qu'on tient à la main. Mais disons, on va dire que la lance standard australienne, c'est la lance à propulseur et où là aussi, on va se poser le problème de fabriquer des lances de guerre spécifiques. C'est-à-dire que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous n'allez pas chasser le kangourou avec un bouclier, quoi. Enfin, je veux dire, les armes que je vous ai présentées avant, il y a des armes spécifiques pour la guerre, et d'ailleurs, elles ont des noms particuliers, et les aborigènes vous disent, ah ben, ça, c'est le boomerang pour la guerre, ça, c'est le boomerang pour le kangourou, etc., etc. Alors, c'est vrai aussi pour les lances, avec différents dispositifs pour en augmenter la mortalité, la létalité. Alors, le premier dispositif, le plus basique, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle en jargon une barbelure rapportée. Les préhistoriens parlent comme ça. Pourquoi? Parce que votre lance, elle est droite. Vous prenez un petit bout de bois qui vient en biais, vous le ligaturez. Donc, c'est une barbelure rapportée. C'est le plus simple à faire, ce n'est pas forcément le plus efficace. Après, il y a les barbelures sculptées. On en a vu tout à l'heure pour la, comment dire, c'est pas la peine de mort, c'est le châtiment. Le châtiment corporel, merci la foule, vraiment vous êtes là. Alors, donc les barbelures gravées. Alors ça, c'est déjà plus, ça fait plus mal, mais c'est beaucoup plus de boulot. Hein. Une lance comme ça se fabrique pas en une demi-heure. Hein, et alors, le summum du summum, qui n'existait pas partout sur le continent, c'est celle-là. Alors ça, c'est le détail, et ça, c'est l'arme, disons, en entier. Vous voyez? Donc, il faut imaginer une arme qui fait 2 mètres de long, et en gros, sur les 30 cm de la tête, qu'est-ce que vous avez mis? Une espèce de résine, de gomme, enfin un truc collant. Et là-dessus, vous mettez des petits bouts de quartz, des coquillages, des bières tranchantes. Ah, je vois que monsieur, des trucs. Pourquoi? Bah, d'une part, parce que quand vous allez la lancer comme ça, en lui imprimant un mouvement de rotation, ça va augmenter le pouvoir de pénétration. Il y a un officier anglais en 1790 qui dit qu'il y a un aborigène qui a lancé ça sur un grand gaillard de soldats anglais, etc. L'autre a été traversé de part en part et s'était lancé à la main. Donc, premièrement. Deuxième truc, même si vous ne tuez pas le luce sur le coup, admettons que l'arme se fiche quelque part dans son corps, au moment où vous la retirez, à tous les coups on gagne, il va y avoir des corps étrangers qui vont rester dans la plaie et qui vont s'infecter, etc. Et les aborigènes avaient tout à fait bien pigé ce truc. Donc vous voyez qu'ils fabriquent parfaitement des armes de combat, des armes de guerre, et dans un certain nombre de cas, elles sont nommées. Hein, il y a des modèles, et ils vous disent, bah, ça c'est l'arme pour la guerre, ça va. Il y a donc dans les batailles où on ne veut pas faire trop de morts, il y a des armes interdites, et il y a des armes qu'on emploie par contre là où on veut vraiment faire du dégât. Alors, qu'est-ce que tout ça a laissé comme trace en archéologie? Avec tout ce que ces aborigènes se tapent dessus, etc., il doit y avoir plein les musées il y a à peu près rien du tout. Et pour un certain nombre de raisons. Alors, la première chose, c'est l'art. Et c'est quasiment la seule chose qui va nous laisser un petit indice. Les gens, des fois, représentent des choses. Alors là, vous avez devant vous les plus vieilles représentations au monde de scènes de combat. Donc, c'est entre des chasseurs-cueilleurs. Ça date d'il y a à peu près 5000 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, on voit très bien un certain nombre de figures. Vous voyez, il y a des lances barbelées. Ici, il y a un propulseur avec un petit crochet au bout, etc., etc. Et dans la figure complète, il y a je crois qu'il y a dans le panneau, il doit y avoir 50 ou 60 personnages représentés. Alors, est-ce que c'est vraiment une guerre? Est-ce que c'est juste une bataille un peu poussée? Évidemment, ça, on n'a pas le moyen de le savoir. C'est dans un petit coin de l'Australie. Ailleurs, l'art australien ne représente pas spécialement des scènes de la vie quotidienne. Si je vous parle de l'art de notre propre âge de pierre, de notre propre paléolithique, vous allez à Lascaux, vous allez à Chauvet, etc., c'est pareil. Il n'y a quasiment pas d'êtres humains dessinés et les êtres humains ne sont pas en train de faire des choses. Hein. Et donc,
Je ne sais pas s'ils se battaient, mais en tous les cas, ça ne se voit pas dans l'art. Et en Australie, il n'y a qu'une région bien précise où on a retrouvé ce genre de choses. Partout ailleurs, il n'y a absolument rien. Alors vous allez me dire, ben, on va retrouver les corps. Après tout, les batailles, ça laisse des traces. Et même pas tant que ça. D'abord, même les batailles modernes laissent beaucoup moins de traces que ce qu'on croit. Je vous assure que les historiens, par exemple, qui bossent sur l'Empire romain, dans un certain nombre de cas, continuent à s'engueuler pour savoir à quel endroit a eu lieu telle bataille, parce qu'on n'a jamais rien retrouvé. Alors que c'est des gens qui se battent par paquet de 1000 ou par paquet de 10 000, qui ont des armes en fer, qui ont tout ce que vous voulez. Là, on est sur des groupes qui se battent au mieux par paquet de dizaines, qui ont des armes qui, pour la plupart, sont fabriquées entièrement en matière végétale. Ça veut dire qu'en quelques années ou quelques décennies, il y a tout qui disparaît. Et puis surtout, on n'enterre pas les morts. On va faire des tas de choses avec, je vais vous dire quoi, mais on ne les enterre pas, ou quasiment jamais. Alors, le seul élément qu'on a retrouvé, c'est en 2007, vous voyez, c'est fort récent, un gus qui avait été manifestement tué d'un coup de lance. Et on a retrouvé les petits machins que vous voyez là. C'est des toutes petites pierres. C'est les morceaux typiquement de la lance de mort là, dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc lui, on sait qu'il s'est fait assassiner. Mais alors, est-ce que c'était une guerre ou est-ce que c'était pas simplement une vendetta où on tue un contre un contre un contre un? Ben voilà, très probablement, c'est plutôt une vendetta. Alors, qu'est-ce qu'on faisait sinon des corps? Ben, la plupart du temps, déjà, on les laissait comme ça aux bêtes sauvages. Donc, dans ces cas-là, évidemment, les archéologues ne retrouvent rien. Et dans un certain nombre de cas en Australie, on les mange. Alors, on mange soit ses propres morts en signe de respect, hein, c'est quelque chose qui se fait dans un certain endroit, soit on mange les ennemis, là pour dire qu'ils sont anéantis, ils ne sont plus rien, on les a eus jusqu'au bout, voilà, etc. Et donc, dans les deux cas, et puis on prend la peau, on la vend, on fait un truc, voilà, enfin, bref, on les dépaisse. Il y a plein de témoignages là-dessus. Vous vous doutez bien que tout ça, pour les archéologues, c'est pas génial. Quand vous passez derrière, vous ne trouvez absolument rien. Et enfin, les moyens matériels de la guerre, alors là, je débite, les corps, je débite, les moyens matériels de la guerre, on est chez des chasseurs-cueilleurs mobiles, il n'y a pas de fortification, il n'y a pas de tranchées, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de rail de chemin de fer qui nous sert à faire la logistique de tout ça, il n'y a pas de champ de mine, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de blocos, voilà, il n'y a rien évidemment. Et puis d'autre part, les armes, elles sont quasi intégralement en matière périssable. Il y a un coin de l'Australie où il y a des pointes en pierre, mais partout ailleurs, vous avez vu peut-être, si vous avez fait attention, c'est du bois. Voilà. Il y a un endroit où on met des aiguillons de raie pastenag, c'est un poisson venimeux, etc. Enfin, tout ça, c'est bien gentil, mais pour les archéologues, ça veut dire qu'on ne retrouve absolument rien. Et donc, vous voyez, on est devant cet apparent paradoxe que la guerre australienne, elle est parfaitement attestée par les témoignages ethnographiques au-delà de tout doute raisonnable, et elle est totalement invisible sur le plan archéologique, hormis ces panneaux de représentation quelque part dans le nord-ouest où on voit quelques bons hommes en train de se ficher sur la figure. Et ça, je crois que on les a découverts en 2014 ou quelque chose comme ça, c'est autrement dit hier. Alors, dernier point sur lequel j'insiste là-dessus, c'est que même si vous retrouvez une arme, vous retrouvez par exemple une lance barbelée. Encore une fois, en Australie, c'est pas compliqué, on ne les retrouve pas. Bon. Mais même si vous en retrouvez une, comment voulez-vous savoir, en tant qu'archéologue, que ça servait, un, que à la chasse, deux, que à la guerre, trois, aux deux? C'est absolument impossible. En ethno, vous avez les gens qui vous disent, ça c'est le modèle pour la guerre, ça c'est le modèle pour la chasse, etc. Nous, évidemment, en 2024, les armes de chasse et les armes de guerre, clairement, il y a une grosse différence, etc. Mais quand vous êtes dans des sociétés comme ça, les gens, eux, peuvent faire parfaitement des différences en disant ça, on s'en sert dans tel contexte et ça dans tel autre. Mais vous, quand vous passez après, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et c'est pour ça que c'est une grosse erreur de raisonnement que de dire les armes de guerre apparaissent avec l'âge du bronze. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est nous savons reconnaître à coup sûr une arme de guerre à partir de l'âge du bronze. C'est pareil. Alors, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. L'Australie va donc contredire
les trois arguments qui sont généralement présentés pour expliquer que la guerre ne pouvait pas exister chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, qui sont les trois arguments que j'avais listés du début. Je ne les reprends pas dans le même ordre, mais c'est les trois mêmes. Hein. Bah, d'abord, première chose, oui, il y a des chasseurs-cueilleurs qui font la guerre. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les chasseurs-cueilleurs la faisaient. Je dis, il y en a certains qui la font, et même en Australie, il y a des coins où on ne la fait pas, il y a des coins où ça ne dépasse pas les vendettas, et puis il y a des coins où ça va au-delà de la vendetta et où on fait la guerre. Pour des raisons pas toujours bien faciles à déterminer, sans doute liées à plein de facteurs différents qui se télescopent, mais en tous les cas, donc moi je ne suis pas en train de vous dire tous les chasseurs-cueilleurs font la guerre, je vous dis juste, on ne peut pas dire qu'aucun chasseur-cueilleur ne fait la guerre. C'est dans l'autre sens. En tous les cas, donc, il y a des chasseurs-cueilleurs qui font la guerre. Deuxièmement, les chasseurs-cueilleurs, ben, ils font la guerre pas pour les mêmes raisons que nous. Et il faut se méfier du raisonnement ethnocentriste qui dit, vu qu'ils n'avaient pas nos raisons de faire la guerre, donc, ben, ils ne la faisaient pas. Ah ben oui, ils n'avaient pas nos raisons, mais ils en ont d'autres. Première de ces raisons-là, les questions de vengeance. Quand vous êtes dans des petits groupes, encore une fois, de quelques dizaines d'individus, en relation directe avec d'autres groupes de quelques dizaines d'individus, mais que tout ce qui se passe à, disons, aller à 50 km de chez vous commence à devenir l'inconnu le plus absolu, etc., on vit dans un autre monde mental que le nôtre. Vous voyez, d'abord un monde où tout le monde est armé. Nous, comment dire, 2024, vous pouvez prendre un billet d'avion pour à peu près partout dans le monde. Évidemment, on va éviter les zones en guerre, mais enfin, sinon, hein, vous pouvez prendre un billet d'avion n'importe où dans le monde, aller à un endroit où vous ne connaissez absolument personne, vous y allez en toute confiance. Et vous pensez a priori que vous allez passer des bonnes vacances et que vous allez revenir en bonne santé, etc. Moi-même, si je prends mon cas aujourd'hui, voilà, je ne sais pas combien vous êtes, souvent 70, je ne connais quasiment personne. On parlait de, je suis venu sans armes. Ah, je vous jure que chez les chasseurs-cueilleurs, j'aurais pas fait ça. Hein. Voilà. Les gens ne se baladent jamais sans leurs armes. Jamais, mais même pour aller pisser. Vous êtes dans une société où à tout moment, vous pouvez vous faire tuer parce qu'il y a une vengeance qui court depuis des années et des années et des années, et il se trouve que c'est sur vous que ça tombe. Vous comprenez, hein. Donc, ces gens-là n'ont pas les mêmes raisons que nous. Ils ne se battent pas pour dominer politiquement. Ils ne se battent pas pour des raisons économiques. Je ne l'ai pas dit, mais en particulier, ils ne se battent pas pour se piquer des territoires. C'est une idée qu'on a très souvent, comme si quand même ils devaient se piquer les territoires. De fait, les Australiens, ils n'ont pas l'air du tout d'avoir ça dans la tête. Et même, ils disent, c'est le contraire, ils disent, il faudrait être cinglé pour piquer le territoire du voisin. Pourquoi? Parce que c'est sur mon territoire à moi qu'il y a mes ancêtres totémiques, ceux avec qui je suis relié depuis l'éternité, etc. Et c'est là que je dois mourir et vivre, etc. Et il faudrait que je sois complètement dingo pour aller vivre chez les ancêtres totémiques qui ne sont pas les miens. Vous voyez, donc ils ont même fantasmé le truc et intégré le truc sous une forme idéale, et en disant conquérir le territoire de l'autre, non, certainement pas. L'autre, et un petit point d'interrogation, autre motif possible, il y a quand même un certain nombre d'endroits où les gens vont se tuer pour se piquer des substances corporelles qui sont réputées nécessaires à la vie. Alors, il n'y a pas trop ça en Australie, de manière très marginale, mais il y a ça dans tout un tas d'autres endroits du monde. C'est connu comme phénomène sous le nom de la chasse aux têtes. Vous lancez une expédition pour ramener une tête, parce que chacun sait que les têtes, ça fait, alors là, comment dire, rayer les mentions inutiles, grandir les enfants, éloigner les maladies, faire pousser les noix de coco, ça fait pousser le riz, etc., selon les endroits. Voilà. Ça permet de donner des noms aux adolescents. Enfin, il y a tout un tas de croyances autour de ça. Mais il y a cette idée-là qu'il faut aller prendre de la vie chez les voisins pour pouvoir la faire pousser chez soi. Vous voyez, c'est en faisant les bons rituels, etc. Alors ça, il n'y a pas en Australie. Il y a un petit truc quand même, c'est que de temps en temps, ils vont se piquer ce qu'ils appellent la graisse rénale, voilà, au-dessus des reins, voilà, parce que quand même, chacun sait que si vous arrivez à barboter ça sur un ennemi et ensuite à vous en enduire et à enduire vos armes, là, vous allez devenir indestructible, le plus balèze de tout. Il y en a qui rigolent, c'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, la graisse rénale, voilà, c'est censé être. Mais ils ne font pas des guerres pour ça, vous voyez, c'est un petit sous-produit, mais voilà.
Ben non, mais la chasse aux têtes, il y a des endroits où c'est vraiment le truc qu'on fait tous les ans. Même chez les Indiens d'Amérique du Nord, c'était la chasse aux scalps. Tous les ans, on partait faire une expédition pour aller ramener des scalps. Hein. Ça veut dire, c'était quand même. Troisième point, donc, oui, effectivement, plus on remonte dans le temps, moins on voit la guerre. Mais, grande question, est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas ou est-ce que c'est parce qu'elle devient invisible? Et le cas de l'Australie nous incite à, à ne pas nous arrêter à on ne la voit pas, mais la question est-ce qu'on ne la voit pas parce qu'on devrait la voir ou est-ce qu'on ne la voit pas parce que même s'il y en avait, c'est normal qu'on ne la voit pas parce que les conditions de préservation sont telles qu'on ne la voit pas. Et vous aurez compris que moi, je suis, comment dire, d'avis que avant de dire oui, mais il n'y a pas de traces de guerre au Paléolithique, il faut se demander s'il y en avait eu, qu'est-ce qu'on retrouverait? Et à mon avis, on ne retrouverait rien, quasiment rien. Et donc, on ne peut pas conclure du fait qu'on retrouve rien. Alors, je finis pour le coup, j'avais dit que je finirais. Donc, premier problème, est-ce que dans notre propre, et là je quitte l'Australie et j'arrive dans l'ouest de la péninsule eurasiatique il y a 12-15 000 ans, hein, on va dire, à l'époque de Lascaux, est-ce que nous, à cette époque-là, il y avait des guerres du côté de Lascaux, du côté de, etc., etc. Alors, je n'ai pas de réponse à ça. Je vous signale juste que, par exemple, à un moment donné, à cette époque-là, on se met à fabriquer des outils barbelés, comme ça, des pointes d'armes barbelées, et que certains préhistoriens ont fait remarquer que, de manière un peu étonnante, c'est toujours interprété comme une amélioration des armes de chasse. Or, on ne voit aucune modification de la composition faunique chassée. C'est-à-dire que suite à cette innovation, la proportion des espèces chassées ne change pas. Et je crois qu'il est en train de finir. Annoncez moi. Il y a quelqu'un qui fait coucou. C'est pas celui-là. Non, non, ça ne me dérange pas. C'est juste que on m'a dit il va commencer à crier quand il sera au bout de sa vie. Donc, en tous les cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces pointes donc du Magdalénien de l'époque de Lascaux servaient réellement à améliorer la chasse ou est-ce qu'elles servaient à d'autres choses et par exemple à chasser le bonhomme, hein, deuxième question, deuxième point, quand on dit qu'il n'y a pas de trace du tout de conflit collectif au Paléolithique, et pas du tout, c'est pas si sûr que ça. En tous les cas, il y a un lièvre qui a été soulevé il y a peu de temps par des collègues. Ce sont des fouilles qui datent déjà de la fin du 19e siècle, mais ils ont réinterprété la collection donc dans un bouquin qui s'appelle Les restes badgouliens de la grotte du Placard. C'est une grotte de Charente. En gros, parmi les restes qu'on a retrouvés, d'abord, clairement, tous les osselons ont été bouffés. Voilà, donc anthropophagie absolument certaine. Donc on a, je ne sais plus combien, pas tout à fait une vingtaine d'individus identifiés. Hein, voilà. Bon. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus. Et les crânes ont été découpés d'une manière tout à fait, comment dire, sciemment, etc. Et en gros, quand vous regardez qui découpe les crânes et pour en faire quoi, le grand classique, c'est quand même de boire dans le crâne de son ennemi. C'est quand même le truc le plus écolo. Voilà, donc, euh, c'est biodégradable. Hein, donc, en tous les cas, il y a une présomption forte que on est là, en fait, un témoignage de conflits collectifs violents. Alors, ce n'est pas 50, c'est 1, mais c'est quand même. Il y a d'autres sites comme ça qui, comment dire, qui au moins posent question. Voilà. Alors, en tous les cas, pour finir, une petite page de publicité. Donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Voilà, alors il est là, voilà, il est à côté, mais voilà. Et puis, toujours, j'anime un blog comme la dernière fois, pour ceux qui étaient déjà là. Le blog n'a pas changé, il s'appelle toujours La Hutte des classes, et où je publie mon actualité, ma recherche, etc. Juste pour finir, cette affaire de guerre m'a entraîné loin. Donc, depuis maintenant 2-3 ans, bah, j'ai quitté l'Australie, si j'ose dire. Enfin, je ne suis jamais bougé de mon fauteuil, moi, hein, mais voilà, enfin, mon cerveau a quitté l'Australie et je suis en train de bosser sur toutes ces guerres de peuples un peu partout dans le monde, mais surtout de me dire qu'il y a plein d'affrontements qu'on ne sait pas comment appeler. C'est pas vraiment de la guerre, c'est pas vraiment de la vendetta, c'est encore autre chose. Et on n'a jamais fait l'effort vraiment d'essayer de s'y retrouver, de ranger tout ça, etc. Et donc, bah, c'est sur ça que je travaille à faire
un joli rangement de tout ça et à essayer de dégager quelques lois qui marcheraient bien. Voilà. Et on a fait, il n'y a pas longtemps, un beau colloque là-dessus avec d'autres collègues. On a fait du brainstorming. Voilà. Voilà, ben, je m'arrête là et puis ben, évidemment, je réponds à vos questions. Sinon, faire circuler le micro. Je vous remercie pour votre exposé. Deux questions. La première, comment avez-vous identifié des lieux où il y a eu et comment avez-vous estimé le nombre de morts? Ça, c'est la première question. Bah, posez la deuxième peut-être, parce que je pense que je vais arriver à me souvenir de la première. La deuxième n'a rien à voir avec la guerre, c'est tout simplement ça rapport avec la nudité. Oui. Sur les photos, on a vu des hommes complètement nus, des hommes qui avaient une espèce d'un petit peu d'herbe devant et quelqu'un, un homme avec une peau de bête. Si vous avez des explications sur le sujet, merci.